Bienvenue dans le débat de France 24. Gilad Shalit va passer ce soir sa première nuit d'homme libre dans son village de Mitzpeh Illa en Galilée. Le soldat franco-israélien a été libéré après plus de 5 ans de captivité. On écoute tout de suite Gilad Shalit. C'était quelques heures après sa libération. Il s'exprimait à la télévision égyptienne. Cela a été très long, mais j'étais sûr que ce jour viendrait finalement. Ce jour où je serai libre à nouveau, même si cela allait prendre plusieurs années. Je suis en bonne forme, je suis en bonne santé. C'est très impressionnant de voir toutes ces personnes qui ont travaillé à ma libération. Je les remercie tous pour tous les efforts qu'ils ont faits. Alors cette libération s'est faite en échange de la libération de plus de 1000 détenus palestiniens. C'est l'accord qu'a conclu Israël avec le Hamas. Jamais Israël n'a payé un aussi lourd tribut pour la libération de l'un de ses soldats. Un homme libre contre 1027 détenus palestiniens. C'est une victoire pour le mouvement islamiste Hamas. Que va-t-il faire de ce succès le Hamas? Cette libération va-t-elle permettre un rapprochement avec le Fatah de Mahmoud Abbas? Et surtout, cette libération va-t-elle permettre la reprise des négociations israélo-palestiniennes? Pour en parler ce soir avec nous en direct de Jérusalem, Avi Pazner, bonsoir. Vous êtes porte-parole du gouvernement israélien. Avec nous sur ce plateau à Paris, Ilan Halevi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le conseiller politique du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Avec nous également Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Vous êtes directeur de la revue Confluence Méditerranée, fondateur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, avec lequel nous sommes partenaires. Et puis on attend d'une minute à l'autre Alain Dikoff, qui est directeur de recherche au CERI et qui est notamment l'auteur du conflit israélo-arabe. C'est aux éditions Armand Collin. Je vous propose, avant de commencer ce débat, d'écouter Khaled Meshal qui s'est exprimé il y a quelques minutes en direct du Caire. Khaled Meshal qui est le chef du Hamas en exil et qui donc s'exprimait pour la première fois après la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit. Aujourd'hui, la transaction d'échange de prisonniers est une page glorieuse et lumineuse de notre histoire. Cette page a été écrite grâce aux combattants qui ont combattu l'opération du plomb durci qui s'est abattue sur la bande de Gaza. Et malgré toute l'expérience sécuritaire d'Israël, toute la technologie à son actif, Israël a été obligé de payer le lourd prix de cet échange. Avi Pazner, je rappelle, vous êtes le porte-parole du gouvernement israélien. Israël n'a jamais payé un prix aussi élevé pour la libération de l'un de ses soldats. Est-ce que vous reconnaissez ce soir que c'est une victoire du Hamas, un soldat israélien contre plus de 1000 détenus palestiniens? Pas du tout. Ce n'est aucunement une victoire du Hamas. Je crois que c'est une victoire morale pour Israël et pour ceux qui ont aidé Israël à faire cet échange. Cela prouve que pour nous, pour Israël, la valeur suprême, c'est la vie humaine. Et pour sauver Gilad Shalit, en effet, nous avons payé un prix très lourd. Mais dans notre tradition, il est dit que tout celui qui sauve une vie humaine, c'est comme s'il sauvait l'humanité tout entière. Et si nous avions laissé Gilad Shalit encore quelques mois, peut-être encore quelques années, vu les changements qui se produisent au Moyen-Orient, ce n'est pas sûr du tout que nous aurions pu le sauver et l'extirper de sa prison à Gaza. Donc nous avons payé un prix lourd. C'est un dilemme moral, c'est un débat profond au sein de la société israélienne et nous sommes très fiers de cette décision. Je connais peu de pays au monde qui auraient payé un tel prix pour sauver la vie d'un soldat. D'aucuns voient cela en une faiblesse israélienne, c'est au contraire une démonstration
de force idéologique, de valeur de la vie humaine. C'est une leçon que nous donnons à tous ceux qui doutent qu'Israël vraiment est une société qui est désireuse de paix et qui respecte les valeurs et les vies humaines. Ilan Halevi, vous êtes le conseiller politique du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Je vous posais la même question qu'à Avi Pazner. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une victoire pour le Hamas? Votre frère ennemi, j'ai envie de dire, parce que vous avez du mal à cohabiter avec le Hamas. Oui, mais le Hamas est un adversaire politique, ce n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Mais le Hamas, d'une certaine manière, vous a peut-être court-circuité, aujourd'hui a court-circuité peut-être le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui était un peu sur le devant de la scène avec sa demande d'adhésion de la Palestine à l'ONU. Du point de vue de l'opinion publique palestinienne, il n'y a pas vraiment contradiction, mais plutôt complémentarité entre les démarches diplomatiques que nous avons engagées dans le cadre de l'ONU en particulier pour obtenir la reconnaissance de l'État palestinien en droit, et cette grande liesse populaire que représente la libération d'aujourd'hui 477 prisonniers palestiniens, c'est-à-dire 477 familles qui retrouvent un peu de goût à la vie. Et ça, c'est un événement énorme. Et Israël a payé un prix élevé? Je ne connais pas le tableau des tarifs pour ce genre. Je peux vous dire qu'il y a eu par le passé plusieurs échanges de prisonniers avec Israël, dont l'un a amené après la... il n'y a jamais eu un prix, en tout cas, il y a eu aussi élevé. 4500 prisonniers contre 8 prisonniers israéliens. Ce n'est pas exactement le même, mais on est dans le même ordre d'idées. C'est une victoire pour les Palestiniens ce soir? C'est une victoire pour les Palestiniens. Jean-Paul Chaniolo, c'est une victoire ce soir pour les Palestiniens, c'est une victoire pour le Hamas? Je crois que c'est une... Avi Pazner parle, lui, d'une victoire morale. Oui, voilà ce qu'il dit ce soir. Oui, je crois que ça peut s'analyser comme ça de leur point de vue, du point de vue israélien, mais je crois que je crois qu'on est dans un moment tactique, fondamentalement, à mes yeux en tout cas. Je pense que Israël avait intérêt à montrer, d'une manière ou d'une autre, qu'il n'était pas si isolé que ça, qu'il était en capacité de faire des gestes dans le cadre de cette confrontation globale, et que depuis des semaines, on a le sentiment qu'Israël ne veut rien faire, donc ça tombe bien pour Israël, indépendamment de l'aspect moral sur lequel on pourrait discuter. Et je crois aussi que pour le Hamas, c'était une bonne chose, parce que lui aussi, le Hamas, était tout de même assez marginalisé depuis des semaines, voire des mois, justement par rapport à cette initiative de l'autorité palestinienne. Donc là, il retrouve un peu de corps politique, si je puis dire, il retrouve un peu de force. Et de ce point de vue-là, je ne dirais pas que ça affaiblit Mahmoud Abbas, mais en tout cas, il doit à nouveau compter avec cet acteur. Et donc, il y a en fait deux acteurs aujourd'hui qui vont tirer un bénéfice politique. C'est le gouvernement Netanyahou d'un côté et c'est le Hamas de l'autre. Bon, mais maintenant, les jours vont passer, on va oublier cet événement qui est très important pour tout le monde, pour les familles, pour la famille des Chalites, pour les familles palestiniennes, bien entendu. Mais je ne crois pas que ça puisse ensuite enclencher quelque chose de fondamental par rapport à l'essentiel, c'est-à-dire finalement à la confrontation de l'ensemble du conflit israélo-palestinien. Alain Dikov, c'était important pour Israël, et d'ailleurs il l'a évoqué aussi, M. Pazner, de négocier aujourd'hui cet accord avec le Hamas par l'intermédiaire de l'Égypte, parce qu'il y a aussi un moment important. L'Égypte qui va voter le 28 novembre, on ne saura pas à ce moment-là qui sera au pouvoir en Égypte. Donc c'était un peu, je dirais, le dernier moment pour Israël pour négocier cet accord avec le Hamas. Vous n'avez pas le choix? Je pense en tous les cas, en effet, que la perspective des élections égyptiennes a dû jouer. Dans la mesure où, pour le moment, on a un gouvernement transitoire en Égypte, dominé par les militaires, et on sait, je dirais, ce que les Égyptiens sont en mesure de faire. Et en effet, c'est ce qu'ils ont fait, jouer les intermédiaires, etc., comme ils l'ont fait depuis des années. La différence, c'est qu'à l'époque de Moubarak, ça n'a pas marché, cette fois-ci, ça a marché. En ce sens-là, oui, je pense que le gouvernement israélien a dû se dire que c'était le moment de conclure cet accord qui était quand même dans les tuyaux depuis plusieurs mois, il faut bien le dire, plutôt que d'attendre des résultats d'élections égyptiennes
qui risquait d'amener au pouvoir un gouvernement qui serait peut-être moins conciliant, qui jouerait en tous les cas moins le rôle d'intermédiaire que le gouvernement. Peut-être l'arrivée des frères musulmans. Bon, peut-être pas en tant que tel, mais en tous les cas, ils pèseront dans la législature égyptienne, ça, il n'y a pas de doute. Donc je crois que là, il y avait une conjonction. Et du côté du Hamas, je pense en effet que, quelque part, ils ont accepté les termes d'un accord qu'en partie ils avaient récusé auparavant, parce que là aussi, je pense qu'il s'agissait pour eux de marquer un point après le discours de Mahmoud Abbas et puis la demande d'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU et de reprendre un petit peu la main, quoi. Une manche pour Abbas, on pourrait dire, et une manche pour le Hamas. Oui. Jean-Paul Chagnolot. Non, juste, j'allais dire ce que Alain Nikoff vient d'évoquer, c'est que je crois que le Hamas était aussi en situation difficile pour les raisons qu'on a dites, mais aussi parce que sa base syrienne est pour le moins ébranlée. Et il a accepté un certain nombre de choses importantes, et en particulier, pendant des mois, il a refusé tout bannissement, tout prisonnier en dehors de la Palestine, alors que là, il a fini par dire oui. Donc il est revenu un peu, il a fait des concessions qu'il ne faisait pas il y a quelques mois. Parce qu'aussi un contexte régional. Il avait besoin de cet donc accord. finalement un contexte régional qui oblige les deux parties à bouger, et Israël à bouger et le Hamas à bouger. Le Netanyahou avait besoin de ça, et le Hamas aussi. Je crois que ça explique largement cette affaire. Monsieur Pazner, cet accord donc a été conclu avec le Hamas. Il était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Alors il y a eu des intermédiaires, mais vous avez quand même malgré tout négocié avec le Hamas. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on peut dialoguer avec le Hamas, avec le mouvement islamiste? Nous n'avons pas à négocier avec le Hamas. Nous avons négocié avec l'Égypte et nous saluons les efforts égyptiens pour arriver à un accord. J'aimerais à cette occasion aussi remercier le président Nicolas Sarkozy qui a fait tout son possible devant et derrière les coulisses pour aider Gilad Shalit, aussi le gouvernement de Mme Merkel en Allemagne. Et ces facteurs-là et d'autres ont beaucoup aidé, et c'est avec eux que nous avons négocié. Il n'y a pas là ni négociation avec le Hamas, ni reconnaissance du Hamas, qui continue, comme vous le savez, de ne pas reconnaître l'existence même de l'État d'Israël. L'affaire Gilad Shalit, qui s'est heureusement conclue aujourd'hui, il faut la mettre dans le contexte humanitaire. Le contexte politique est différent. Dans le contexte politique, nous cherchons, si c'est possible, à renouveler nos négociations avec l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. On va en parler, Monsieur Pazner, oui. Moi, ce que je voudrais savoir, Monsieur Pazner, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'en acceptant cet accord avec le Hamas, est-ce que d'une certaine manière, vous n'avez pas affaibli Mahmoud Abbas? Finalement, est-ce que vous ne dites pas au Hamas, finalement, vous n'allez pas dans le sens du Hamas, que seule la résistance contre l'occupation, finalement, est payante? Encore une fois, il faut voir cette affaire comme tout simplement une affaire humanitaire. Il s'agit de sauver la vie d'un jeune homme de 24 ans, d'un soldat israélien de 24 ans. Et pour nous, quand il s'agit de sauver une vie, nous allons à des extrêmes qui ne sont peut-être pas toujours compris. Il faut aussi un peu comprendre la mentalité israélienne d'un peuple qui a souffert il y a seulement 2 générations d'un génocide terrible, de la Shoah, qui a perdu 1/3 de ses effectifs et pour qui, je le répète, la vie humaine de chacun est une valeur suprême. Et il ne faut pas mélanger cela avec la politique. Il n'y a pas de politique. Nous ne voulons pas affaiblir Mahmoud Abbas. Au contraire, nous voulons avoir Mahmoud Abbas comme partenaire pour la paix. Jean-Paul Chagnolot. Oui, je crois que, bon, c'est sûr qu'il y a une dimension humanitaire importante dans cette affaire, mais enfin, dire que ce n'est pas une dimension politique, je crois que personne ne peut vraiment sérieusement le croire. Il est bien entendu qu'il y a des choses qui auraient pu être faites dans les mois précédents, dans les semaines précédentes, avec l'autorité palestinienne. Et évidemment, Shalit était prisonnier par le Hamas, on est bien d'accord, mais il y aurait pu avoir des gestes des Israéliens qui auraient pu libérer des prisonniers palestiniens. Pourquoi faut-il attendre que, pour faire des gestes comme ça, il y ait cette
cette configuration-là ait finalement un rapport avec le Hamas. Donc c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas favoriser le dialogue avec l'autorité palestinienne. Et qui ne favorise peut-être pas l'autorité palestinienne. Justement, Ilan Halvi, est-ce que vous avez le sentiment ce soir que l'autorité palestinienne est affaiblie et qu'une certaine manière, les Israéliens... Non. J'ai le sentiment que le Hamas est renforcé. Oui. Mais nous ne sommes pas pour autant affaiblis. Et que le Hamas essaie de capitaliser politiquement sur cet échange, c'est la moindre des choses. N'importe quel parti se comporterait de la même manière. Ça serait vraiment surprenant s'il n'essayait pas d'en profiter. On peut même se demander si parmi l'ensemble des raisons qui ont poussé les Israéliens à accepter un échange qui était proposé depuis plusieurs années, peut-être pas dans tous les détails, mais le principe de l'échange était proposé, Israël l'avait refusé parce qu'on soi-disant on ne parle pas au Hamas. Donc cette levée de l'ostracisme absolu sur le Hamas dans ce que le gouvernement israélien présente comme un aspect purement humanitaire. Mais même cette levée est un certain changement de politique et de discours israélien, et on peut se poser la question, est-ce que le gouvernement israélien n'a pas aussi pensé que ça serait une bonne chose que d'affaiblir l'autorité palestinienne qui exerce sur le gouvernement israélien une pression par le biais de la communauté internationale sur la question de l'État et des frontières, et de renforcer le Hamas, parce que au-delà de la joie de la libération des prisonniers, du soulagement des familles et de tous les aspects humains positifs de cet échange, il y a quand même l'accréditation dans certaines parties de l'opinion publique palestinienne, qu'en définitive, des opérations armées sont plus efficaces que la diplomatie pour obtenir la libération des prisonniers. Alain Dikoff. Oui, je pense qu'en effet, politiquement, même si en effet l'échange en tant que tel, je crois qu'il ne faut pas le surinterpréter, je pense que la dimension politique, comme M. Pazder l'a dit, est secondaire dans l'accord en tant que tel. C'est un accord humanitaire, vraiment lié à quelque chose de spécifique, comme il y en a d'ailleurs eu auparavant. Il faut dire qu'il y a quelques années, il y a eu un échange avec le Hezbollah. Bon, je dirais la relation n'est pas évidemment meilleure avec le Hezbollah qu'avec le Hamas, donc il ne faut pas la surinterpréter politiquement. Mais par contre, il est vrai que politiquement, la conclusion que certains Palestiniens peuvent en tirer, c'est qu'en effet, par la diplomatie, Abbas n'a pas obtenu la libération de prisonniers politiques. Et que, par contre, par la violence, le Hamas, lui, a fini par l'obtenir. Donc, en ce sens-là, si le gouvernement israélien voulait renforcer Mahmoud Abbas, un des moyens de le faire, c'est pas le seul évidemment, mais un des moyens de le faire, ce serait de pouvoir donner en quelque sorte satisfaction à l'autorité palestinienne en libérant certains prisonniers politiques. Ou en donnant des gages, des concessions. En effet, ça c'est un élément, c'est pas le seul. Bon, alors, on va en parler justement de cette éventuelle peut-être reprise des pourparlers de paix israélo-palestiniens dans un instant. On fait une pause. On se retrouve donc pour la deuxième partie de ce débat consacré ce soir à la libération de Gilad Shalit. Cette libération peut-elle permettre une relance du processus de paix israélo-palestinien? À tout de suite.